Bonjour tout le monde et bienvenue à ce bilan de Survivor Series 2020. Show qui a l'air de diviser les opinions, parce que j'ai vu beaucoup d'opinions positives, notamment sur Reddit, et j'ai vu pas mal d'opinions négatives aussi. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils ont beaucoup aimé, beaucoup de gens dire qu'ils ont vraiment détesté. Il y a un match qui a l'air de faire l'unanimité, mais alors tous les autres c'est en demi-teinte, donc on sera probablement pas d'accord. Il y a à peu près une chance sur deux qu'on soit d'accord. Je vais vous spoiler tout de suite, j'ai beaucoup aimé le show. Voilà, ça vous le savez. Il y a du bon et du moins bon, mais d'une façon générale, j'ai beaucoup aimé. On va commencer par la Battle Royale qui a eu lieu dans le kick-off. S'il y a des gens, je précise parce que j'ai eu ce commentaire dans les pronostics, s'il y a des gens qui découvrent mes vidéos qui parlent de catch avec cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je peux pas prendre le temps de tout expliquer. Je le faisais au début, je prenais le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est un kick-off, qu'est-ce que c'est les championnats, qu'est-ce que c'est machin truc. Je le fais plus parce que ça prend du temps de façon monstrueuse. Donc voilà, je pars du principe que je m'adresse à des gens qui comprennent à peu près ce que je dis. Si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de questions. Si vous voulez, je serais ravi de répondre à vos questions. J'adore parler de catch, c'est un peu une passion. C'est discret comme passion, parce que j'en parle pas beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas. On va commencer avec la Battle Royale. Alors, la Battle Royale Interbrand, qui a eu lieu dans le kick-off. Voilà, elle a eu lieu. C'était triste, non? Pour ceux qui l'ont vu, vous avez pas eu un passement à voir Shinsuke Nakamura là-dedans? Hein? Gagnant du Royal Rumble et aspirant numéro 1 au titre à WrestleMania, Shinsuke Nakamura. Qui d'autre ça m'a fait mal? Murphy, ça m'a fait... Rey Mysterio, ça m'a fait un peu mal aussi de le voir dans le kick-off. Genre, on a rien pour toi, va jouer avec tes frères et sœurs. Tes frères, les sœurs, c'était plus tard. Bon, d'une façon générale, j'ai mis C+, au match, parce que il y a eu quelques petits spots sympas. Il y a eu un bref échange entre Kalisto et Rey Mysterio. C'est sympa qu'il soit rappelé que Kalisto est toujours embauché. Il y a eu des spots sympas entre Ricochet et Cedric Alexander aussi, qui était une ancienne équipe qui a bien duré 3 mois. Angel Garza, c'est catastrophique, il fait plus rien. Angel Garza, maintenant, son personnage à Raw, c'est que il me drague à travers la caméra. Ça peut être que moi, parce que c'est moi qui regarde à travers la caméra. Il dit, cette rose est pour toi. Je dis, c'est gentil, mais je suis marié, Angel, c'est pas possible. Ensuite, il y avait Jeff Hardy, il y avait Dominic Mysterio. J'ai bien aimé la fin. Dominic Mysterio et Chad Gable ont vraiment une excellente alchimie. Chad Gable est excellent. À chaque fois, j'oublie, si vous voulez, à force de pas le voir, que Chad Gable est excellent. Et c'est The Miz qui a gagné à la fin. C'est rigolo parce qu'on a pronostiqué à la va-vite. Enfin, parce qu'avec Camille, on fait des pronostics aussi, on compare nos résultats. C'est moi qui ai gagné. Mais alors là, la Battle Royale, il y a que deux entités qui ont fait leur entrée en même temps. Il y a Rey Mysterio avec Murphy et Dominic Mysterio. Et ensuite, il y a eu Miz et Morrison. Et je savais vraiment pas pour qui être. J'avais envie d'être pour Ricochet. Je me suis dit, Ricochet va jamais gagner. Donc je lui ai dit, bon, tu sais quoi, je vais être pour John Morrison. Parce que je me dis, ça peut être... écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas, de toute façon, ça sert à rien. Allez, pourquoi pas? Et Camille a été pour le Miz. Non seulement The Miz a gagné, mais John Morrison a été le premier sorti à Battle Royale. C'était un grand moment. Ah, j'ai vraiment été bon sur celui-là. Ensuite, le show c'est ouvert avec le Survivor Series traditionnel masculin, Team Raw contre Team SmackDown. Je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est un Survivor Series traditionnel. Tous les ans ils font ça, 5 hommes et 5 hommes. Voilà. De Raw et de SmackDown, qui sont donc les deux émissions phares de la WWE, s'affrontent dans un match éliminatoire. L'équipe dont il reste des survivants est vainqueur a gagné. Je lui ai mis B. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit relativement logique et j'ai beaucoup aimé la part de mystère. C'est-à-dire que très tôt dans le match, déjà Seth Rollins avait vraiment pas l'air dans le match. Il était dans l'équipe de SmackDown et j'ai fait la réflexion à Camille, je lui ai dit, Seth Rollins, depuis un mois il est à SmackDown, mais depuis qu'ils ont divisé les rosters à Raw et SmackDown, il a toujours été à Raw. Ça fait 4 ans qu'il est à Raw. Et là, ça fait un mois qu'il est à SmackDown. Donc ça fait bizarre de voir Seth Rollins dans l'équipe de SmackDown. Dès le début, il avait pas l'air dedans. Dès le début, il regardait Kevin Owens, avec qui il a eu une rivalité en début d'année, et qui était aussi dans l'équipe de SmackDown. Il le regardait avec beaucoup de... C'est même pas du mépris ou de la froideur, c'est vraiment juste fatigué, quoi. Il avait pas envie d'être là. Il regardait Corbin pareil, parce que Seth Rollins était en rivalité avec Corbin avant ça aussi. Et alors très tôt dans le match, Seth Rollins s'est retourné vers ses compagnons, leur a dit « c'est pour le bien de tous ». C'est pour ça que je traduis The Greater Good, parce que c'est comme ça qu'ils ont traduit The Greater Good dans Hot Fuzz. Voilà. Donc Seth Rollins dit It's for the greater good. Si vous avez répété The Greater Good, c'est une... voilà. Vous avez les bonnes refs. Et il s'est mis à genoux devant Sheamus, qui est dans l'équipe de Raw. Il a écarté les bras en croix, il lui a dit
fais ta part. Sheamus lui a mis un Brock kick et a fait le tomber pour éliminer Seth Rollins. Donc Seth Rollins s'est sacrifié dès le début du match. Et ça a créé un décalage que les catcheurs de SmackDown n'ont jamais pu... ils ont jamais pu revenir de ça et ils ont commencé à 5 contre 4 et du coup ils ont fini par perdre. Je vais vous décrire un peu comment tout le monde s'est fait éliminer par la suite. Mais j'ai beaucoup aimé ce spot de Seth Rollins. Je sais pas pourquoi il l'a fait. J'aime bien interpréter ça comme je ne me bats pas contre Raw, je suis le Monday Night Messiah. Ça a été son personnage pendant des mois. D'ailleurs, ce personnage est né à Survivor Series l'année dernière. L'année dernière, Raw a perdu les Survivor Series face à NXT. Et Seth Rollins s'est revendiqué comme étant le leader de ce roster, le leader de ces catcheurs-là qui avaient perdu. Et s'est mis à les engueuler, à leur dire écoutez, vous avez besoin d'un phare dans la nuit, je serai ce phare. Je serai votre messie, je serai le messie du lundi soir, le Monday Night Messiah, parce que Raw, c'est une émission qui a lieu le lundi soir. Et toute l'année, il a construit ce personnage-là, il a recueilli des disciples qui l'ont trahi, des disciples qui sont partis. Et si c'est la fin du Monday Night Messiah, c'est très bien que ce soit 1 à Survivor Series et 2 qu'il se sacrifie en position de croix. Je trouve ça très très cool. Je trouve ça très très cool. Et j'ai hâte de voir quelles raisons ils vont donner pour ça. Peut-être qu'il va revenir en babyface à Raw, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, globalement, en fait, les catcheurs de SmackDown ont fait vraiment ce qu'ils ont pu pour essayer de revenir. Kevin Owens a été le prochain éliminé, il a distribué les stunners sur toute l'équipe de Raw, mais il s'est pris un phénoménal forearm de AJ Styles qu'il a éliminé. Ensuite, je crois que ça a été le tour de Corbin qui a aussi essayé de mettre des Deep Six et des End of Days, donc sa prise de signature, sa prise de finition, mais qui a fini par être éliminé aussi, je ne sais plus par qui. Ensuite, ça a été Otis qui a été rigolo, mais qui s'est fait éliminer par Braun Strowman. Il a essayé de faire sa Vader Bomb. Mais Strowman est venu le chercher sur le poteau pour lui faire son power slam, c'était un petit peu chouette. Et ensuite Jey Uso a essayé de revenir, il s'est battu vaillamment, il a spammé les super kicks comme tu spammes des Hadouken, mais ça n'a pas suffi et à un moment donné, Keith Lee a fait un tag dans le dos de Jey Uso, donc il ne l'a pas vu, il pensait qu'il affrontait toujours Riddle, je crois. Et Uso est monté sur la troisième corde pour faire un splash sur Riddle, qui est sa prise de finition. Et en sautant, il est atterri sur les épaules de Keith Lee. Keith Lee, il a attrapé au vol sur ses épaules. Et ensuite, Keith Lee, qui a une force que j'arrive pas à concevoir, il l'a jeté en l'air pour le rattraper en position de powerbomb, ok, et lui apporter un spirit bomb pour la victoire. Donc table rase de Raw. Pas une seule élimination de leur côté et la victoire. Quand c'est des matchs éliminatoires ou des Battle Royale, je mets une note individuelle au catcheur plutôt que de mettre une note globale au truc et qu'ils se partagent la note. Je sais pas si ça vous intéresse d'avoir les notes individuelles. Je vais vous donner les notes individuelles, mais comme ça, très vite fait à titre indicatif. AJ Styles, je lui ai mis C+, Riddle, je lui ai mis C+, Keith Lee, je lui ai mis B+, parce que pour moi, ça a été vraiment lui qui a été le plus impressionnant du match. Strowman, je lui ai mis B, Sheamus, je lui ai mis C+, Jey Uso, je lui ai mis B+, parce que j'ai vraiment cru à son comeback à la fin. Kevin Owens, je lui ai mis B, pardon. Otis, je lui ai mis B. Rollins, je lui ai mis A-, parce que j'ai été très investi dedans. Le moins, c'est la réserve. C'est, j'espère que ça va pas aller nulle part, j'espère que ça va pas être nul. Et Corbin, je lui ai mis C+. Voilà. Et donc le match en tout, je vous ai dit, je lui ai mis B. Ensuite, nous avons eu un très très bon match, New Day contre les Street Profits. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors d'une part, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que le New Day, ils sont arrivés avec un espèce de cosplay, on va appeler ça comme ça, de leur skin dans Gears 5, dans Gears 5, parce qu'ils ce sont des personnages jouables de Gears of War 5, et voilà, et ils étaient tellement fiers de ça sur Instagram, et là ils sont venus avec une reproduction, si vous voulez, de leur costume dans Gears 5, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. D'autant plus qu'ils sont arrivés avec Biggie, et ça c'est bien, parce qu'ils sont censés être séparés. Par contre, pourquoi Biggie, enfin si je sais pourquoi Biggie est pas resté avec, il y a un problème, faut qu'il décide si Biggie est toujours dans le New Day. Il y a une rupture qui a du mal à se faire là, entre Biggie et le New Day, parce que dans le draft là, qui a eu lieu il y a un mois, Xavier Woods et Kofi Kingston... je vais te calmer. Xavier Woods et Kofi Kingston sont allés à Raw, tandis que Biggie est resté à SmackDown, alors que les trois forment le New Day. La semaine dernière, à SmackDown, Kingston et Woods sont allés à SmackDown, et Biggie n'est pas venu, alors qu'il était là, il était dans le show, c'était son show, et ils se sont pas retrouvés. Mettez-vous d'accord, mettez-vous d'accord sur les règles. Là, ils ont fait l'entrée à 3. Pourquoi Biggie est pas resté aux abords du ring pendant le match? Je veux dire, il était là, tout le roster de SmackDown était... Bref. Mais c'était bien pour l'histoire qu'ils voulaient raconter après avec les Street Profits, parce que globalement, l'histoire du match, c'était les prises qui nécessitent de la puissance. Notamment, je crois que ça s'appelle le Midnight Hour, une des prises de finition du New Day. Elle est moins efficace sans Big E. Et finalement, c'est ce qui a coûté la victoire au New Day.
Les Street Profits ont fini par gagner avec... Non, c'est pas avec un Frog Splash de Montesford, parce que ils ont commencé à travailler sur les côtes de Montesford, ce qui est malin, parce que sa définition c'est un Frog Splash, et du coup s'il a mal aux côtes, son Frog Splash, il va être moins chaud pour le faire, et s'il le fait, ça sera moins efficace. Et d'ailleurs, Kofi s'est sorti du tombé après un Frog Splash de Montesford. Je sais plus comment ils ont fini le match. Je me rappelle que c'était impressionnant, je me rappelle que Montesford a sauté par-dessus Angelo Dawkins, mais je me souviens plus dans quel contexte. Je me souviens que Montesford a fait un Trouble in Paradise à Kofi Kingston, et ça c'était un peu chouette. Et à la fin, les deux équipes ont célébré ensemble, pas d'animosité, pas de heel turn. Et ça c'est bien, j'ai mis B+ à ce match. Il était vraiment très bon. C'est bien qu'il y ait des conséquences au fait que Big E fasse plus partie de l'équipe. Et puis ça donne une victoire clean aux Street Profits sur une équipe qui est quand même très établie. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, Sami Zayn contre Bobby Lashley. Ça a été tout ce que j'avais peur que ça soit, mais en plus lent. C'est-à-dire, Bobby Lashley était plus fort que Sami Zayn. Sami Zayn a essayé de fuir le combat, a essayé de voler la victoire. C'est un peu frustrant parce que Sami Zayn est censé être intelligent. Donc, qu'il utilise des énormes ficelles comme essayer de provoquer les partenaires de Bobby Lashley autour du ring pour qu'il le frappe, pour se faire disqualifier. Il est plus intelligent que ça, Sami Zayn. Il aurait dû directement leur mettre une claque ou directement agresser l'un d'eux. Enfin voilà, vraiment le mettre dans une position où s'il se défend pas, c'est pas normal. Ah oui, à un moment donné, Sami Zayn a fait semblant, a prétendu que MVP lui avait fait un croche-pied. Enfin, c'était un petit peu naze et Bobby Lashley a gagné vraiment très vite avec un full Nelson. Enfin, vraiment très vite. De façon très décisive, quoi. J'ai jamais senti que Bobby Lashley était en difficulté. Je lui ai mis des... J'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment ce que je m'attendais à ce que ce soit, mais en plus lent. Ensuite, ça c'était une déception. Sasha Banks contre Asuka. Je vous ai dit dans les pronostics, c'est pas la première fois qu'elles s'affrontent. J'ai mis B-, je vais vous expliquer pourquoi. Le match était vraiment parti pour avoir un A, mais vraiment. C'est-à-dire, elles ont une alchimie de dingue. Elles ont une dynamique de contre et d'enchaînement qui, je crois, n'appartient qu'à elles deux à la WWE. Elles sont capables de renverser des prises, mais absolument tout le temps, avec un rythme très soutenu. J'aime vraiment beaucoup leur dynamique. Mon problème, c'est que ça s'est terminé très vite et absolument pas de façon décisive. J'aurais préféré qu'il y ait une gagnante décisive entre les deux. Que ce soit Sasha Banks ou Asuka. Là, il y a eu une série de tombées, et Sasha Banks a gagné avec un de ses tombées, mais vraiment sorti de nulle part. Et du coup, ça a été difficile de lui mettre un B-, parce que je vous ai dit, moi j'étais parti pour lui mettre un A, je me suis dit, d'accord, ce match est super, le match est fini. Du coup, non, le match était bien, mais trop court. Et bien, c'est très décevant par rapport au match excellent qu'il aurait pu être, et au match excellent qu'elles ont déjà eu. Je veux dire, Asuka et Sasha Banks ont déjà eu d'autres matchs nettement meilleurs que celui-ci, même si celui-ci était très bon, mais il s'est arrêté trop vite. Et puis en plus, Sasha Banks peut pas vraiment se vanter de cette victoire-là, parce qu'elle l'a arraché au fil du rasoir, mais ça reste dommageable pour Asuka en plus, parce que Asuka, en ce moment, elle fait rien, et en plus, elle perd dans une rivalité qui n'existe pas, qui veut rien dire. C'est pas bon pour Asuka, quoi. C'est pas bon pour Asuka de perdre, que là, si Sasha Banks avait perdu de façon décisive, ça aurait été un peu attendu, quoi. C'est-à-dire que oui, Asuka est la meilleure des meilleures, donc Sasha Banks perd de manière décisive, on le sait, c'est pas très grave. Sasha Banks, elle gagne contre pratiquement tout le monde. Qu'elle perde contre Asuka, c'est pas très grave. Mais que Asuka se fasse voler la victoire, en plus avec un roll-up. Ouais, j'ai vu des gens ne pas être d'accord avec moi dans mes pronostics, dire que Sasha Banks a plus besoin de cette victoire qu'Asuka. Et c'est un point de vue que je comprends et que je peux entendre. C'est pas le mien. Je pense que le personnage d'Asuka a besoin de cette aura d'invincibilité. Elle est plus invincible depuis longtemps, je sais bien, mais pour moi, ça fait partie de son personnage, ça fait partie de son identité, Asuka. Et là, j'ai trouvé ça un peu dommageable. Donc voilà, B-, mais on est quand même dans le B parce que le match était quand même bien, quoi. Alors, là, on va pas être d'accord du tout. Le Survivor Series traditionnel féminin. On va commencer direct par la note, je lui ai mis A-. Vous allez être surpris, c'est normal, je m'y attends. Je vais vous expliquer pourquoi je lui ai mis A-. Il s'est passé exactement ce que je m'attendais à ce qui se passe, mais en plus, j'ai eu des bonnes surprises. J'ai eu beaucoup de bonnes surprises. C'est pour ça que je suis dans cette catégorie de notes là. Pour moi, les catcheuses qui étaient déjà fortes ont pas vraiment perdu, et les catcheuses qui n'étaient pas fortes ont gagné. Ça a construit des personnages, ça a élevé la division féminine, et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas souvent tendance à faire, donc quand ils le font,
Ça me fait plaisir. Et en plus, ils ont fait ça avec plusieurs catcheuses. Pour moi, il y a 3 MVP dans ce match-là. C'est Peyton Royce qui a été excellente et qui a éliminé Bayley à elle toute seule avec un superplex à l'extérieur du ring et avec un déjà-vu à l'intérieur du ring. Elle a éliminé Bayley, qui est l'une des catcheuses les plus dominantes de ces dernières années, voilà, à SmackDown, mais à la WWE d'une façon générale. Donc c'est une excellente démonstration pour Peyton Royce. C'est très très cool pour elle. Enfin, elle fait quelque chose après la séparation, après la dissolution des Iconics, l'équipe de Peyton Royce qu'elle formait avec Billie Kay. Billie Kay qui fait tout le temps rien, mais qui déborde de charisme dans toutes les vignettes dans lesquelles elle est, c'est vraiment dommage. Et le Riot Squad, Ruby Riott et Liv Morgan ont vraiment travaillé en équipe, spécialement Liv Morgan. Liv Morgan, elle a progressé de ouf, elle réussit à avoir un rythme soutenu. Elle dit, il y a quelques mois, je crois que c'est d'elle que je parlais quand je disais qu'elle avait pas ce feu qui est nécessaire quand tu passes le hot tag. Le hot tag, c'est une technique de catch. Dans les matchs en équipe, il y en a un qui se fait bolosser pendant des minutes et des minutes et des minutes. Et il arrive enfin à passer le tag à son partenaire. Et là, le partenaire, il se chauffe, il casse la gueule aux deux, à l'équipe d'en face, à lui tout seul. C'est pour susciter l'enthousiasme du public. Et pour moi, c'était un truc que Liv Morgan n'avait pas. Bam! Là, elle l'a eu, mais alors elle l'a défoncé quand je sais plus qui a passé le tag à Nia Jax et que Liv Morgan s'est retrouvée en face de Nia Jax qui doit faire à peu près 3 Liv Morgan parce qu'elle est plus grande et parce qu'elle est plus large. Liv Morgan, elle lui a foncé dessus en lui disant un truc genre tu vas voir ta gueule. je sais plus ce qu'elle lui a dit. Il y avait bitch dedans, ça je l'ai. Mais ça faisait vraiment Liv Morgan en mode elle part en guerre quoi. Et c'est un truc qu'elle avait pas et que là elle a eu. Est-ce que c'est un éclair furtif de quelque chose de nouveau ou est-ce qu'elle a réveillé un potentiel? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir. Ruby Riott a toujours été excellente, elle est toujours excellente et elles ont très très bien fonctionné en équipe sur Nia Jax et Shayna Baszler. Donc voilà, ça c'est les 3 raisons pour lesquelles j'ai mis A à ce match. Peyton Royce, Ruby Riott, Liv Morgan. Elles ont été vachement mises en avant et moi ça m'a fait plaisir. Maintenant on va parler des défauts du match. À moi c'est vraiment injuste, mais comme toujours, je mets une note sur un ressenti, c'est-à-dire je note pas la qualité technique du match, je suis pas Dave Metzler, je ne sais pas du tout évaluer la qualité technique d'un match, donc je vous parle d'un ressenti, et pour moi, il y a une accumulation de défauts que j'ai pas pris en compte parce que ça m'a pas dérangé vraiment. Sauf un. D'abord, il y a le fait que Shayna Baszler a porté son Kirifuda Clutch sur Bianca Belair qui a atteint les cordes et Shayna Baszler n'a pas rompu la prise avant le compte de 5 de l'arbitre, ce qui est une entorse aux règles et qui donc a causé une disqualification. J'aurais préféré que Shayna Baszler la joue en mode ouais je suis éliminé, de toute façon je m'en fous, maintenant elle est KO et Nia Jax va finir le travail. Que là Shayna Baszler a été en mode quoi, mais non mais tu peux pas me disqualifier, c'est pas juste. Et ça c'est pas... Ça c'était un peu naze. Le match est fini sur Nia Jax contre Bianca Belair et les deux femmes se sont faites disqualifier à l'extérieur parce qu'elles n'ont pas entendu le décompte de l'arbitre, parce que quand tu restes à l'extérieur pendant plus de 10 secondes t'es disqualifié par l'arbitre. Du coup elles ont toutes les deux été disqualifiées et c'est là que j'ai un énorme problème. Lana. Donc si vous avez écouté mon pronostic ou si vous regardez Raw, vous savez que Lana a été bolossée par Nia Jax pendant des semaines, que ça fait des semaines qu'elles lui disent qu'elle est pas au niveau, qu'elle vaut rien, qu'elle devrait pas être dans l'équipe, machin truc. Et comme Lana a gagné sa place dans l'équipe sur un malentendu, quoi, qu'elle a volé sa place dans l'équipe, à peu près de cette façon-là, c'est-à-dire que quelqu'un a fait sa prise de finition et Lana est arrivée et a fait le tomber. Je suis pas sûr que c'était exactement comme ça que ça s'est passé, mais c'est un peu l'idée. Je m'attendais à ce que Lana soit la dernière survivante. Et pour ça que ça m'a pas choqué, c'est parce que pour moi c'était cousu de fil blanc, ça allait finir comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fini, c'est-à-dire que quand Nia Jax et Bianca Belair sont fait double disqualifier à l'extérieur du ring, il ne restait plus effectivement que Lana comme seule survivante. Lana n'a pratiquement rien fait du match. Ça pourrait ne pas être gênant. Le truc c'est vraiment que Lana a catché un peu, et ensuite Shayna Baszler et Nia Jax l'ont engueulé en lui disant bon maintenant tu restes sur l'escalier aux abords du ring, tu ne bouges plus, on ne veut plus à rien avoir affaire à toi, tu restes là. Et Lana est restée là, droite comme un piquet, comme une con, à faire la gueule, à ne pas intervenir, mais elle a eu l'air d'une débile pendant tout le match, et c'est censé nous inviter à être en empathie avec elle. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Elle a vraiment eu l'air d'une con, quoi. Elle s'est fait engueuler, on lui a dit de se mettre là, bah elle s'est mis là. Petit bébé Lana, elle fait bien ce qu'on lui demande. Comment tu veux être en empathie avec ce genre de personnage? Et pire que tout, à la fin du match, donc elle est la dernière survivante, et elle célèbre la victoire en mode je suis la dernière survivante, c'est moi qui ai gagné, je suis tellement heureuse, machin truc. Elle est fière d'avoir rien foutu et d'avoir gagné sur une technique, sur un détail technique. C'est naze, c'est naze de chez naze, elle a eu l'air d'une con pendant tout le match, et elle a encore plus l'air d'une con à la fin.
À la fin, elle aurait dû fusiller Nia Jax du regard et se barrer. Ou alors elle aurait dû se barrer dès le début. Elle aurait dû avoir une personnalité, quoi, faire quelque chose, être rebelle face à Nia Jax ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que Nia Jax aurait pu se retrouver vraiment en difficulté, avoir besoin d'un tag, il restait plus que Lana. Mais Lana lui refuse le tag en restant sur les escaliers en croisant les bras. Ça aurait pu être cool. Bref, que Lana fasse quelque chose plutôt que obéir aux femmes qui la maltraitent et être contente quand le match est terminé qu'elle est la seule. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Non, ça m'a pas énervé parce que je vous dis ça. Je m'y attendais. Le personnage de Lana, il est écrit avec le fond du cul, donc voilà, le personnage de Lana est catastrophique. Je dis bien le personnage de Lana, je parle pas de la catcheuse elle-même. Je pense qu'il y a une place pour Lana à la WWE. Je pense juste qu'ils savent pas écrire son personnage. C'est une catastrophe. J'ai mis B à Nia Jax, j'ai mis B+ à Shayna Baszler, j'ai mis B- à Lacey Evans. J'ai mis B+ à Peyton Royce, j'ai mis E à Lana, parce que je trouve que ça a été très dommageable pour son personnage, qu'elle ait l'air d'une con et qu'à la fin elle était contente d'avoir l'air d'une con. Ensuite j'ai mis B- à Bayley, j'ai mis B+ à Bianca Belair, parce que Bianca Belair a vraiment eu beaucoup de spots très sympas dans le match. Elle a eu un comeback à la fin où elle a sauté partout sur le ring, elle a fait je connais pas les termes techniques, donc je vais pas m'amuser à essayer de vous les décrire. Mais Bianca Belair est vraiment très impressionnante dans ce match. J'ai mis B à Ruby Riott, j'ai mis B+ à Liv Morgan. J'ai vraiment trouvé quelque chose chez Liv Morgan que j'avais pas vu jusque là. Et j'ai mis C- à Natalya. J'avais oublié Natalya. À chaque fois j'oublie Natalya, hein. C'est dingue, comme pour moi elle fait partie du décor, cette pauvre Natalya. Oui, Natalya a été C-, c'est vraiment la note de Natalya. D'ailleurs, pour vous donner une idée à quel point je remarque pas Natalya. J'ai vraiment légitimement pensé qu'elle avait eu que 2 chances pour se qualifier à ce match-là. Et vous m'avez corrigé dans les commentaires, elle a eu 4 chances. À chaque fois, j'oublie que Natalya est dans un match. Et là, elle a été... le seul spot que j'ai retenu de Natalya, c'est qu'à un moment donné, elle s'est vraiment cassé le cul, elle essayait de préparer une espèce de... Je sais pas si c'était censé être un tombé ou une prise de soumission, mais elle s'est vraiment cassé le cul, elle essayait de bien faire le truc. Et elle s'est balancée sur le côté, ça faisait partie de la prise. Et ça a tout démêlé le truc, parce qu'elle faisait une espèce de clé de jambe avec ses jambes et avec les jambes de je crois que c'est Ruby Riott. Et en tombant, tout s'est défait, du coup ça n'a pas marché, du coup c'était un peu de ces grosses préparations, et tout raté. Et c'est le seul spot que j'ai retenu de Natalya. Non, c'était sur Peyton Royce, parce qu'après elle lui a fait un... Pourquoi j'ai envie que tout soit sur cette pauvre Ruby Riott? Donc c'était sur Peyton Royce, parce qu'après elle lui a fait le sharpshooter qui a fait abandonner Peyton Royce. Mais ouais. Natalya, c'est pas ça. Hein. Donc ouais, A-, vous constatez que c'est pas... Si on fait une moyenne, on est loin d'être sur du A-, mais je vous donne un ressenti. C'est-à-dire, j'ai vraiment été agréablement surpris par ce match, duquel j'attendais vraiment rien. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit de la daube. Et 3-4 choses, 4 si on compte Bianca Belair, même si elle a pas entendu le compte de 10 à la fin. Pour moi... Pas entendre le compte de 10 quand t'es pris dans la mêlée, c'est pas très très gênant. Pour moi, 4 femmes sont sorties grandies de ce match et c'est nettement plus que ce que j'en attendais. Je m'attendais vraiment à ce que Liv Morgan et Ruby Riott se fassent défoncer très très vite. On n'a pas eu ça, donc j'étais content. Et ensuite, on a eu le main event, Roman Reigns contre Drew McIntyre, qui a été exactement ce que je m'attendais à ce qu'il soit et qui était grandiose, quoi. C'est-à-dire, on était un peu sur un spam de finisher, mais pas trop. Le match a pris le temps de vraiment raconter l'histoire de Roman Reigns qui domine mais qui sous-estime un peu Drew McIntyre, et à chaque fois qu'il le sous-estime, Drew McIntyre revient. Drew McIntyre s'est mangé un spear à travers une barricade à l'extérieur, ce qui n'a pas suffi. Il s'est mangé un deuxième spear qui n'a pas suffi. Pour moi, il s'est mangé un troisième spear parce que les commentateurs disaient qu'il avait réussi à le contrer en une clé de bras. Non, pour moi, il l'a bouffé et ensuite il a transitionné en se servant de l'élan de Roman Reigns sur une clé de bras. Spot que j'ai vraiment trouvé excellent. Mais pour moi, il l'a bouffé celui-là, ce spear-là. Et ça n'a jamais suffi. Et Drew McIntyre a réussi à porter un claymore sur Roman Reigns qui, déséquilibré, est tombé sur l'arbitre. L'arbitre est tombé à l'extérieur du ring. La raison pour laquelle ce match a juste un A et pas un A+, c'est parce que pour moi, il y a eu une erreur de timing. L'arbitre s'est retrouvé à l'extérieur, donc il n'y avait plus d'arbitre. Ce qui s'est passé, c'est que Roman Reigns en a profité pour latter les noix de Drew McIntyre, ce qui est un geste illégal. Et Jey Uso, le cousin de Roman Reigns, qui est sous sa coupe maintenant, qui est à ses ordres, Jey Uso est intervenu et a mis un super kick à Drew McIntyre. Et ensuite, Roman Reigns a porté une guillotine, donc sa nouvelle prise de finition sur Drew McIntyre pour la victoire. Ça protège énormément Drew McIntyre parce qu'il s'est mangé 3 spears, ça ne l'a pas fait perdre. Ce qui l'a fait perdre, c'est 2 triche, il y a eu 2 techniques de triche utilisées contre lui, et en plus il a pas abandonné, c'est-à-dire son corps a lâché, quoi. C'est-à-dire il avait plus d'air, il est tombé dans les vapes et du coup il a perdu. Donc il a pas eu de tomber sur lui, il a pas abandonné,
Donc pour moi, Drew McIntyre reste très fort après ce match-là. Mon souci, mon erreur de timing, c'est qu'il y a un arbitre qui est arrivé pour constater que Drew McIntyre était dans les vapes. Et pour moi, si cet arbitre-là était là pour constater ça, il aurait dû être là aussi pour constater le coup de latte de Roman Reigns et l'intervention de Jey Uso. C'est vraiment, il n'y a pas eu d'arbitre pendant la fenêtre de 20 secondes, même pas 20 secondes, 10 secondes, pendant lesquelles Roman Reigns a triché. Il aurait dû pas y avoir d'arbitre pendant plus longtemps. Voilà, pour moi, il y avait un problème de timing à ce niveau-là, mais c'est vraiment un point de détail, le match... Autrement, le match était vraiment très très bon. Un peu lent, mais pour moi, il fallait cette lenteur-là. Il fallait vraiment qu'ils se fatiguent tous les deux pour justifier le fait que les prises de finition allaient compter, quoi. J'ai hésité à mettre une note au segment avec l'Undertaker et à le compter comme le main event, ce qui altère énormément la note du show. Je l'ai pas fait. Si j'avais mis une note, ça aurait été D, mais elle est pas là et elle est pas dans mon tableau et elle ne compte pas pour la note globale du show. Alors les adieux de l'Undertaker, ça avait l'air sincère, ça avait l'air d'être vraiment Undertaker qui part, mais ça aussi ça a eu lieu à peu près comme j'imaginais, c'est-à-dire globalement Undertaker est venu sur le ring, le lendemain soir il a fait une promo très bateau, quoi. Pendant 30 ans j'ai battu des gens et maintenant c'est au personnage de l'Undertaker de reposer en paix. Je vous ai plus ou moins cité sa promo et il est reparti. Donc ça c'était pour le contenu. Je suis resté à regarder en me disant il va peut-être se passer quelque chose. Il va sans doute se passer quelque chose, je vais rester à regarder. J'ai eu une impression de perte de temps après l'avoir vu, c'était phénoménal. Quelques notes sur ce qu'il y avait autour de cette promo-là. Alors d'abord, il y a eu des entrées de catcheurs, des catcheurs qui ont une histoire avec l'Undertaker. Il y avait Jeff Hardy, il y avait JBL, il y avait les frères Godwin, il y avait Rikishi évidemment, qui fait partie du Bone Street Crew, qui était le groupe en backstage de l'Undertaker, duquel faisait partie Undertaker. Duquel il fait sans doute toujours partie. Il y avait tout le monde, il y avait Shane McMahon, il y avait Triple H évidemment, il y avait Ric Flair, il y avait, enfin voilà, défilé de catcheurs. Jeff Hardy faisait vraiment tâche, parce qu'il faisait vraiment le jeune, le relativement jeune, c'est-à-dire que lui est dans sa quarantaine quand autour c'est 50 plus, voire 60 plus. Et alors, on a eu une vidéo pour évoquer la carrière de l'Undertaker, et quand on est revenu sur le ring, il n'y avait plus que Vince McMahon. Tous les autres, ils avaient disparu. Ils ont fait toute leur entrée pour rien. Bon, Vince McMahon qui avait l'air ému, mais ce type est tellement un escroc que je crois pas une seule seconde qu'il était ému. Lui et Triple H, ils ont la même façon d'être émus, c'est au milieu d'une phrase, ils s'arrêtent, ils baissent les yeux, ils regardent en l'air. C'est genre, je retiens mes larmes. Et vu qu'ils font exactement la même chose, c'est... Ça fait pas honnête. Mais de toute façon, il n'y a pas grand chose qui fait honnête chez Vince McMahon, qui fasse. Donc il a dit, voilà, si vous y croyez, tant mieux pour vous, hein, parce que j'ai peut-être tort, hein, c'est pas, voilà, je vous livre ma lecture du truc. Il a dit, voilà, toute bonne chose a une fin, et on est réunis pour la fin de l'Undertaker. Ensuite, il y a eu très mauvaise idée. Ils ont fait jouer le thème de l'Undertaker par des bobines Tesla. Les bobines Tesla, c'est vraiment très cool à regarder, mais c'est pas du philharmonique, quoi, si vous voulez. C'est pas très agréable à écouter. C'est bien pour meubler quelque chose. Si c'est que ça, c'est pas doux, c'est pas agréable. Et du coup, c'était pas une bonne idée. Undertaker est arrivé, il a fait sa promo, et puis après, il y a eu un truc que sur le coup, j'ai trouvé que c'était de mauvais goût, puis en fait, en y réfléchissant, c'est sans doute bien de l'avoir fait. Undertaker a posé un genou à terre comme il fait souvent. Et il y a eu un hologramme de Paul Bearer avec l'urne de l'Undertaker. Paul Bearer qui a fait partie de l'ensemble du personnage de l'Undertaker pendant des années. Je crois que c'était censé être son père. Paul Bearer était censé jouer le père du personnage de l'Undertaker. Et vu que le Paul Bearer est mort, sur le coup je me suis dit c'est un peu... c'est un manque de tact, quoi. Et en même temps, ça aurait plus manqué de tact de pas l'évoquer. Et puis tout le côté hologramme, il y a un côté fantôme, et tout le côté fantôme, ça fait partie de l'imagerie de l'Undertaker. Ça marchait, c'était chouette. Et le vrai gros problème, j'ai envie de dire, c'est que c'était dans une pièce vide, quoi. Il n'y avait pas de public qui était là, c'est le Covid, ils n'ont pas le choix. Le problème, c'est qu'ils ont mis des sons de Undertaker et de Thank You Taker, et ça faisait faux, ça amplifiait le côté « il y a personne ». Ça amplifiait le côté, j'imaginais complètement le gars en régie appuyer sur le bouton Thank You Taker, et puis en plus, j'y crois pas. Je peux avoir tort parce que ça faisait très vrai, mais ça faisait très vrai à WrestleMania 30 aussi. Ah, WrestleMania 30. Oui, remarque, oui, quand il s'est fait, quand la série d'invincibilité d'Undertaker s'était terminée à WrestleMania 30, ça aurait pu être la fin.
Ça faisait fin aussi à WrestleMania 34, quand Roman Reigns l'a battu et qu'il a laissé son manteau et son chapeau au milieu du ring. Ça faisait fin à WrestleMania cette année, quand il a battu AJ Styles et qu'il est parti sur sa Harley vers le soleil couchant. Non, parce que c'était la nuit, vers la lune couchante, on ne sait pas. Et à chaque fois, il revient. À chaque fois, il revient. J'espère pour lui que c'est vraiment la fin, parce que il a mérité sa retraite, quoi. Au bout d'un moment, il a eu une carrière phénoménale. Et j'espère pour lui qu'il saura trouver la paix, quoi. Qu'il est satisfait de la façon dont ça s'est terminé, qu'il ne voudra pas revenir. Voilà. Mais le segment en soi était vraiment pas à la hauteur, et pour moi, il n'y avait pas de sentiment, quoi. Si ça vous a parlé, si vous êtes senti ému par ce truc-là, je peux comprendre. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai vraiment rien ressenti. J'ai vraiment juste ressenti de la gêne à ces faux chants de foule, à ces légendes du catch qui sont arrivées pour disparaître, à Vince McMahon qui joue la comédie, pour moi c'est ça, à Undertaker qui fait une des promos les plus bateaux de sa carrière, enfin, des promos comme il en a fait des centaines pendant sa carrière, bref, pas transcendé. Les points bonus, j'ai mis 6 points à Drew McIntyre, j'ai mis 5 points à Roman Reigns, j'ai mis 4 points aux Street Profits, 3 points à Seth Rollins, 2 points à Sasha Banks et 1 point à Peyton Royce. J'ai hésité entre Peyton Royce et le Riot Squad pour le dernier point bonus pour le stage de l'année, puisque maintenant nous allons aborder le stage mensuel, le stage de novembre. Donc vous savez comment ça marche maintenant. Le dernier PPV du mois, je vous donne mon classement pour le mois de novembre et je vous donne mon classement de ceux qui ont le plus progressé et de ceux qui ont le plus régressé dans le classement annuel. Suivant les conseils de l'un d'entre vous, pour éviter les redites, je vais vous donner les classements de ceux qui ont le plus progressé dans le classement annuel en omettant ceux qui sont dans le classement mensuel. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le classement mensuel, je vais pas vous dire s'ils ont progressé ou non dans le classement annuel. Comme ça, je vous parle de plus de catcheurs. Je trouve que c'est une bonne idée. Comme de toute façon, c'est un peu flou pour vous, parce que je vous donne pas les places, je vous dis pas combien de places ils ont gagné, je vous dis pas à quelle place ils sont. Je me dis, autant saluer le plus de catcheurs possible qui ont eu un bon mois. Hein, autant faire ça comme ça. Je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter mon tableau. Ça va être une vidéo extrêmement chiante, je vous préviens tout de suite. Alors, à la 10e place, nous avons Kingston et Woods, le New Day, qui ont eu une rivalité contre le Hurt Business et qui ont conservé leur titre et qui ont eu un très bon match à Survivor Series, qui ne l'ont pas gagné, mais au moins ils ont fait des choses pendant le mois, contrairement aux Street Profits qui ont vraiment juste hypé le match contre le New Day et pas fait grand chose d'autre. Ensuite, nous avons Rhea Ripley à la 9e place. Qu'est-ce qu'elle a fait ce mois-ci, Rhea Ripley? Bien sûr, elle a eu un excellent match de championnat contre Io Shirai, qu'elle n'a pas gagné. Je pense que Rhea Ripley va pas tarder à arriver sur le roster principal. Ça faisait très match d'adieu ce match-là. Donc voilà, Rhea Ripley est 9ème. Je suis pas sûr qu'elle ait fait grand-chose d'autre ce mois-ci. Il faudrait que je prépare ça, faudrait que je revoie ce qu'ils ont fait dans le mois. Mais bon voilà, en tout cas il y a eu ce match-là. À la 8ème place, nous avons FTR, les anciens revival de la WWE, qui ont perdu leur titre contre les Young Bucks à Full Gear. Mais c'était dans un match vraiment exceptionnel. Ça justifie qu'il soit à la 8ème place du classement mensuel. À la 7ème place, nous avons Seth Rollins, qui a un mois normal, je veux dire, Seth Rollins il est vraiment excellent, donc 7ème place, et un peu, voilà, il est un peu à la maison finalement. Qu'est-ce qu'il a fait de particulièrement bon? Il a eu un match contre Rey Mysterio qui était vraiment chouette, il a eu un match contre Murphy qui était très très bien aussi, mais globalement il a eu un bon globalement il a eu un bon mois. Il a été l'un des MVP du Survivor Series traditionnel masculin. Voilà, donc Seth Rollins 7ème. À la 6ème place, nous avons les Young Bucks, évidemment, puisque FTR sont à la 8ème place. Les Young Bucks sont plus haut placés étant donné qu'ils ont été dans ce match et qu'ils l'ont gagné. Pas fan de la façon dont ils caractérisent les Young Bucks, c'est-à-dire qu'ils ont été heal pendant 2 semaines, histoire de... Enfin, un peu plus que ça, mais vraiment juste histoire de chauffer pour le match contre FTR, puis maintenant ils sont redevenus face. J'aime pas beaucoup ça, parce que ça fait très on-off, on a besoin d'agressivité avec lui. C'est un peu comme les cheveux de Cody, c'est-à-dire que il s'éteint les cheveux en noir, non, c'est la couleur naturelle, je crois. Et tout le monde s'est dit, il est peut-être en train de faire un heel turn, il est peut-être en train, c'est peut-être un signe de quelque chose. Et ensuite, il s'est reteint les cheveux en blond.
Et il disait, et il a dit un truc genre, ouais, les gens croyaient que j'allais changer à cause de mes cheveux, mais non, je suis là pour le public. Je dis, les cheveux, c'est un indice, t'es pas censé le dire, c'est pas censé être conscient, si tu veux. Dans aucun autre média, les personnages changent de fringue et disent, je change de fringue parce que maintenant je suis méchant. ça fonctionne pas comme ça. Bref, voilà. Et les Young Bucks, il y a ce côté un peu, on attaque des gens innocents parce qu'on est heel, on s'excuse parce qu'on est face. C'est un peu gênant, mais c'est mon avis, après c'est chacun voit midi à sa porte. À la 5ème place, nous avons Penta El Zero Miero, qui ne s'appelle plus Pentagon Junior, et c'est dommage parce que c'est plus pratique à dire, qui a gagné un match exceptionnel contre Rey Fenix ce mois-ci, qui a été d'une façon générale très bon, c'est-à-dire qu'il a toutes les bonnes notes des Lucha Bros, qui ont souvent des matchs exceptionnels, mais en plus il a le fait d'avoir gagné ce match contre son frère à Dynamite il y a 2 semaines. À la 4ème place, nous avons Jon Moxley qui a gagné un match contre Eddie Kingston à Full Gear, qui a défendu sa ceinture mondiale de AEW. Donc ça, c'est très très chouette. À la 3ème place, nous avons Roman Reigns. Roman Reigns on a le shield sur le dans le classement mensuel. Je trouve ça très très cool. Je trouve ça très très cool que du fait que Moxley soit allé à AEW, il puisse être un main eventer, et du coup on a les trois gars en main event. Enfin, je trouve ça génial. Roman Reigns à la 3ème place parce qu'il est toujours l'un des meilleurs éléments de la WWE. Il va y arriver. Il va arriver dans le top 50 de l'année. Je sens qu'il va être dans le top 50 de l'année. Donc voilà, match exceptionnel exceptionnel. Match vraiment très bon contre Drew McIntyre, avec un build. Son personnage est buildé, mais c'est-à-dire que tout le monde a peur de lui, et on croit cette peur. Il y a cette espèce de délire mégalo. Un détail dont j'ai pas parlé quand j'ai parlé de la préparation au match de Drew McIntyre, c'est qu'ils font souvent des spots où ils invitent les catcheurs à s'asseoir pour signer le contrat. Le fait que Roman Reigns regarde la chaise sur laquelle il est censé s'asseoir et va s'asseoir à la place du médiateur parce que c'est la place qui est en tête de table, et que Roman Reigns est en tête de table. Ça a tellement changé la dynamique du show, ça faisait vraiment... On est dans le show de Roman Reigns, Drew McIntyre est invité. Voilà, le personnage de Roman Reigns est vraiment très bien booké. À la 2ème place, nous avons Eddie Kingston, qui est la révélation de ce dernier trimestre. Eddie Kingston est phénoménal. Il fait des promos d'une véracité incroyable, et contrairement à beaucoup de catcheurs de AEW, généralement ils construisent très bien un aspirant numéro 1 au titre, les Lance Archer, les Brian Cage, les Brody Lee, etc. Et après, ils en font rien. On va en parler. Est-ce qu'on va en parler? Ah non, il y avait quelqu'un qui était dans les 5 pires régressions et qui n'y est plus. Brody Lee. Et c'est pas le cas de Eddie Kingston. Eddie Kingston, il a perdu son match contre Jon Moxley, et directement après, il est rentré dans une autre histoire. Une histoire, j'allais dire aussi bien, sinon meilleure. Je pense qu'elle est meilleure. Parce que depuis son arrivée, il présente vraiment Butcher and the Blade et les Lucha Bros comme sa famille, comme les gens avec qui il a grandi. Il présente Pentagon comme son meilleur ami, Rey Fenix comme le luchador le plus doué de sa génération. Bref, depuis le début, depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment sa famille, sa faction. Et après sa défaite contre Jon Moxley, il a poussé Pentagon à trahir Rey Fenix. Il a voulu détruire l'équipe entre les deux frangins, quoi. Et le spot, moi, qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est après la victoire de Pentagon contre Rey Fenix. Kingston est arrivé sur le ring pour célébrer avec Penta, et il a poussé Rey Fenix du pied pour le sortir du ring. Et je me suis dit, putain, quel enfoiré! Quel salaud. En plus de ça, il y a Pac qui est revenu, Pac qui est un de mes catcheurs préférés à AEW. Pac qui est revenu parce qu'il formait le Death Triangle. J'aurais dû mettre mon t-shirt Death Triangle. Triangulo de la Muerte, qui est revenu et qui a reformé son alliance avec Pentagon et Rey Fenix. Et du coup, on part sur une rivalité 3 contre 3 avec Pac et les Lucha Bros contre Eddie Kingston, Butcher and the Blade. Oui, 100 fois oui. Quand ils font des trucs bien à AEW, ils le font vraiment bien. Mais la WWE aussi, c'est moins régulier. Mais la WWE aussi, puisque à la première place, nous avons Drew McIntyre. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de lui dans les pronostics, c'est-à-dire Roman Reigns dit je me prépare à mon match contre Randy Orton, Drew McIntyre arrive, non, te prépare pas pour un match contre Randy Orton, je vais battre Randy Orton pour le championnat, prépare-toi à un match contre moi. Bam, il gagne. Je trouve ça incroyablement, je trouve ça tellement badass de dire non mais Randy Orton il est champion là, la semaine prochaine il sera plus champion parce qu'on va s'affronter. Et que ce soit vrai derrière, que Drew McIntyre gagne de façon
totalement clean, sans aucune ambiguïté. Voilà, Drew McIntyre est vraiment la success story de cette année avec Roman Reigns. Le match Drew McIntyre contre Roman Reigns, c'est vraiment ce que la WWE a fait de mieux cette année. Bam, qui se rencontrent. Et voilà, Drew McIntyre a pas volé sa place dans le classement mensuel. Il a pas volé sa place dans le classement annuel non plus, sans vous spoiler à quelle place il est. Vous vous doutez bien que c'est dans le top 10. Hein. Les catcheurs qui ont le plus régressé dans le statch annuel, on va commencer par la 5e pire régression, Drew Gulak. Il n'était pas déjà dans les pires régressions le mois dernier, lui. Parce que le gros problème avec Drew Gulak, c'est qu'il a pas, contrairement à d'autres, il a bien commencé l'année. Il était avec Daniel Bryan, il était en rivalité autour du titre intercontinental. Et... J'ai appris que c'était lui qui était dans le costume du Gobbledygooker cette année. Alors Gobbledygooker, j'en ai pas parlé parce que j'essaye d'oublier. Il y a 30 ans, en même temps que débutait l'Undertaker, a débuté un personnage de dinde. C'est pas une métaphore, c'est un gars dans un costume de dinde, parce que Survivor Series a lieu autour de Thanksgiving. Pendant des mois, ils ont hypé, il y avait un œuf sur le plateau de la WWF, et il disait mais qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf, mon dieu, qui ça va être? Alors tout le monde s'imaginait, alors ça va être tel catcheur, et c'était le Gobbledygooker, un catcheur déguisé en dinde. Et cette année, le Gobbledygooker est intervenu dans le kick-off du Survivor Series pour faire le tomber sur R-Truth pour gagner le titre 24/7, titre que R-Truth a ensuite récupéré puisque Akira Tozawa a piégé le Gobbledygooker avec une traînée de graines pour oiseaux. Le Gobbledygooker a pris les graines et les a jetées en l'air, genre ouais, je suis content, je suis une dinde, je mange des grains. Tozawa a fait le tomber sur le Gobbledygooker pour gagner le titre. Et R-Truth a mis un coup de sac de grains à Tozawa pour regagner le titre et est parti. Et ce que je trouve vraiment génial dans cette histoire, c'est qu'il y a eu à 2 reprises, on a vu R-Truth courir après le Gobbledygooker et à un moment donné arrêter de courir parce qu'ils pensaient qu'ils étaient plus dans le champ de la caméra et ils y étaient toujours. Et j'ai appris que c'était Drew Gulak qui était dans le costume du Gobbledygooker cette année. J'ai pas noté ces trucs-là, ce sera pas noté dans le palmarès du titre 24/7 non plus, parce que je souffre. Non, parce que j'ai pas envie, voilà, parce que c'est déjà suffisamment lourd à traiter comme tableau. Je vais pas rajouter... Ah, Brody Lee est 6ème. En 4ème position des pires régressions de l'année, nous avons Isaiah Swerve Scott. Il est passé où? J'ai 2 catcheurs de 205 Live dans mon classement annuel. Un petit spoiler, voilà. Il y en aura peut-être plus d'ici la fin de l'année parce que elle se réveille un peu la division pour léger. Mais Isaiah Swerve Scott fait partie des 2. Et là, ce mois-ci, il était pas là. On l'a pas vu une seule fois. Voilà, tu régresses du coup. Parce que si t'es très haut placé et que tu fais rien, tu tombes. C'est normal, et donc voilà, donc il tombe. À la 3ème place, Tucker. Ils ont dissous Heavy Machinery entre Otis et Tucker. Je savais que ça sentait un peu le pâté pour Tucker, je pensais pas que c'était le pâté à ce point-là. Vraiment le super kick pâté. Tucker a perdu en 2 minutes contre Ricochet, Ricochet qui est le jobber par défaut de Raw. Ça fait mal de dire ça. Et ensuite Tucker a eu un match à 5 ou 6 ou 7, j'en sais rien, je m'en fous. Avec R-Truth pour le titre 24/7 où ils ont tous gagné le titre les uns après les autres. Pauvre Tucker, là il est passé d'une des équipes avec le plus de potentiel à la WWE à rien. C'est bientôt fini, hein, je pense, pour Tucker. À la 2ème place des pires régressions, nous avons Lucha House Party. Même commentaire que pour Tucker. Avant, ils étaient dans une faction qui était discrète, mais ils sont bons, quoi. Lucha House Party, c'est des bons luchadors. Et maintenant, ils étaient dans ce fameux match à 6, 7, 8, 10, 14 pour le titre 24/7. Ils font rien, et ils font rien. Ils ont pas suffisamment d'équipes à la WWE pour se permettre d'avoir des équipes qui font rien, je pense. Et à la première place, et ça me tord le cul, et dites-moi si vous voyez un motif récurrent. Biggie est la pire régression du classement annuel de novembre, parce qu'il fait rien. Il est dans des promos, il est dans des segments en coulisses, où il fait des jeux d'argent, il fait des paris avec les gens pour gagner de l'argent. J'imagine que c'est un commentaire sur le fait qu'il a plus le droit de faire il a plus le droit d'avoir de compte caméo maintenant. Quand le New Day s'est séparé, je m'étais dit, ça peut être bien, parce que comme ça va donner de l'air à Biggie, ça va donner une justification pour que Biggie continue d'avoir une carrière solo, et finalement, il avait une meilleure carrière solo quand le New Day quand Kofi Kingston et Xavier Woods étaient blessés. Là, c'est son pire mois de l'année. D'ailleurs, là, je regarde, c'est son pire mois de l'année. Il fait rien. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il serait le 5e homme de SmackDown. Non, le 5e homme de SmackDown, ça a été Otis. Otis qui a perdu son match qualificatif contre Seth Rollins. Mais bon, apparemment, si tu perds un match qualificatif, tu es également qualifié. Voilà, Biggie, pire régression
Et je vous spoil là ça, mais c'est pas vraiment un spoiler puisque ça peut encore évoluer, mais il était dans le top 50 et il n'y est plus. Les meilleures progressions du mois dans le classement annuel, excluant les gens qui sont dans le top 10 du mois, donc excluant le New Day, Rhea Ripley, FTR, Seth Rollins, les Young Bucks, Pentagon Jr., John Moxley, Roman Reigns, Eddie Kingston et Drew McIntyre. Peut-être que c'est, spoiler, certains de ces personnes, certains de ces catcheurs et de ces groupes et de ces équipes et de ces catcheuses, on a Rhea Ripley, ont été dans les meilleures progressions dans le classement annuel, mais du coup je les ai virés pour pouvoir vous parler de plus de gens. À la 5e place, nous avons Joe Coffey, qui est un catcheur de NXT UK, donc avec lequel vous êtes probablement pas familier, qui est vraiment très bon, qui a eu un très bon match la semaine dernière contre Sam Gradwell. Ça fait du bien de les retrouver, ces gars-là. Joe Coffey, voilà, il fait un peu de ce paysage post-Ilya Dragunov. Ilya Dragunov a eu un match exceptionnel contre Walter le mois dernier, je vous en ai déjà parlé. Et là, il faut un peu reconstruire, il faut un peu redistribuer les cartes. Et Joe Coffey fait partie de ceux qui ont le plus d'arguments à mettre en avant, quoi. Il a déjà perdu contre Walter dans le passé, mais il fait vraiment partie du haut du panier de NXT UK. À la 4e place, je vous en ai parlé, Pac est de retour, Pac is back, back again, guess who's Pac, tell a friend. Il est exceptionnel, il a eu un match contre The Blade qui était vraiment excellent, il a une façon de catcher qui appartient qu'à lui. Il est nerveux, quoi, c'est-à-dire que il est ce que Randy Orton aimerait être. C'est pas, je me permets voilà, je me permets de spéculer un peu. Pour moi, vraiment, Pac, il est calme, il est très calme. Et d'un coup, il va te faire un truc très spectaculaire avec une force herculéenne, il est nerveux, quoi. Pac, c'est de l'électricité. C'est même pas la force tranquille. La force tranquille, ce serait Keith Lee, quoi, qui est lent, voilà, mais qui est... Et j'ai entendu, je sais plus dans quelle vidéo, dire que regarder un match de Keith Lee, c'est regarder un match cruiserweight sous l'eau. C'est genre, il bouge comme un cruiserweight, mais au ralenti. Que Pac, c'est pas qu'il est au ralenti, c'est qu'il est à 2 vitesses. Il est très calme, et d'un coup il explose. Et j'adore sa façon de catcher, j'adore Pac. À la 3e place, nous avons Pete Dunne, qui progresse parce qu'il fait partie du groupe que j'ai surnommé les Kings of NXT, parce que je suis pas sûr qu'ils aient le nom. C'est l'équipe de 4 formée par Pat McAfee, qui est vraiment une des révélations de cette année. Pat McAfee, Lorcan et Burch, qui sont champions de NXT, ça fait du bien. Et donc Pete Dunne. Ça aurait dû être Ridge Holland, mais je pense que Pete Dunne remplit, donc Ridge Holland s'est blessé au genou. Pete Dunne remplit son rôle à merveille, et je trouve ça plus naturel de voir Pete Dunne en heel. Il a une tête de heel, il a un comportement de heel. Ça fait du bien de le voir. À la 2e place, ça me surprend, mais on a Ariad Daivari, qui est un catcheur qui est surtout présent à 205 Live, un des originaux de 205 Live, et je le trouve très chiant, Ariad Daivari, à regarder catcher, donc je note rarement très bien ses matchs, mais là il a trouvé une niche où je le trouve bon. Il a une espèce de complicité avec Tony Nese, où ils sont tous les deux des catcheurs originaux de 205 Live. L'émission existe depuis un petit moment maintenant, depuis 3 ans et demi, 4 ans, et Tony Nese et Ariad Daivari étaient là au début, et du coup ils ont cette espèce de condescendance vis-à-vis des nouveaux arrivants, quoi, vis-à-vis des catcheurs qui arrivent à 205 Live maintenant. Du coup ils sont tous les deux, mais Tony Nese est mieux placé qu'Ariad Daivari. Donc Ariad Daivari, il a une plus grosse montagne à gravir. J'aime bien leur personnage. J'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien la dynamique. Et enfin, à la première place, je triche un peu, nous avons les Lucha Bros. Je vous ai dit que je parlerai pas des entrées qu'il y a eu dans le classement mensuel. Dans le classement mensuel, il y a que Pentagon Jr. Et dans la progression annuelle, il y a les Lucha Bros sont qu'une seule entité. Donc c'est les deux frères progressent dans le classement annuel. Ils sont très probablement dans le top 50 les deux parce que c'est une équipe spectaculaire. Je vous ai déjà dit ce qu'ils ont fait ce mois-ci. Je vous ai parlé du match Pentagon contre Rey Fenix, je vous ai parlé de la reformation de Death Triangle. D'ailleurs, les 3 membres de Death Triangle sont dans les meilleures progressions du classement annuel, c'est un peu cool. Voilà, je vais pas en rajouter, les Lucha Bros ont vraiment eu un très bon mois et c'est pas très étonnant qu'ils soient dans les meilleures progressions dans le classement annuel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Survivor Series dans les commentaires. Restez respectueux les uns des autres parce que c'est un PPV qui a divisé un peu l'opinion sur internet, donc soyez bienveillants avec vos interlocuteurs. Pensez à mettre le pouce bleu en partant, pensez à vous abonner, vous savez quoi faire, les abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça bien sûr, on met la cloche, c'est pas obligatoire. On se donne rendez-vous quand le prochain show c'est TLC en décembre. Je pense qu'on se donne rendez-vous pour les pronostics de TLC en ce qui concerne le catch, il me semble. D'ici là, il y aura un coin lecture. Je travaille sur un point culture sur Link the Sun. Sur la chaîne Link the Sun, je travaille pas sur un point culture sur moi-même. Et wow, on est pépère là, on a un bon rythme bien posé. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans le classement du Statch annuel. Je continue de prendre en compte vos opinions. J'ai eu quelques bonnes idées qui sont pas faisables. C'est dommage, mais quelques idées qui sont bonnes et que je pense que je vais garder. Donc voilà, continuez de me dire ce que vous voulez et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Bonne fin de journée tout le monde, ciao.